Allez-vous, mes lève tôt? Je présume très bien. Ce qui est certain, vous irez encore mieux en ralliant votre programme matinal d'information et d'actualité. Vous le savez ici, c'est l'actualité à travers le JT, les invités et les experts en plateau, les chroniques aussi sur les sujets du moment, la revue de presse, les reportages et les interviews. Excellent matin à vous. Et Diacho Christelle du bulletin d'information. Bonjour. Bonjour Rachida Diomamban, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un matin, on va dire, qui s'annonce un peu calme et rayonnant loin de la pluie de ces derniers jours, Christelle. Absolument, et nous espérons qu'il n'y aura pas plus ce matin d'ailleurs, parce que, quoique, pardon, moi j'aime particulièrement quand il fait frais. Ah oui, c'est un sujet à creuser, mais pas ici, on le fera hors plateau. Juste le temps pour moi d'évoquer le menu de ce jour. Alors on parle de quoi? On parle ce matin de la protection des données. Vous le savez, la plupart des gens considèrent la vie privée ou la protection des données comme un sujet ennuyeux ou rébarbatif, et pourtant il est d'une extrême importance. C'est ce que nous rappellera ce matin notre Miss numérique Rebecca Kengiaoundé. Avec elle, vous saurez que ce que vous donnez vaut plus que vous ne croyez. Je n'en dis pas plus, la suite dans un moment. Notre invité politique du jour a pour nom Daniel Eda, ancien fonctionnaire international, consultant en partenariat, membre du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition, président de Il fera beau. Daniel Eda se déclare officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2026. On va le dire en porte-à-faux avec les exigences actuelles. Quel est le poids de cette candidature qui n'est pas soutenue par un parti politique, et comment envisage-t-il gérer la question du parrainage? L'homme est-il dans une illusion totale? Sa candidature est-elle une farce? Il est notre invité ce matin et on saura tout sur ce plateau. Restez juste avec nous. Et dans le débat de ce jour, nous parlons des tricycles, véritable engin de terreur. Joël Emerick Alagbe, directeur de publication du quotidien L'Emblème, a réalisé tout un dossier sur la question. Il sera sur ce plateau pour nous éclairer sur le sujet. Nous comptons donc sur vous pour opiner sur la question du jour en répondant à la question du jour qui est bien entendu celle-ci. Je vous la lis. Les tricycles sont souvent impliqués dans de nombreux cas d'accident. Faut-il prendre des mesures de sécurité routière spécifiques à leur rencontre? C'est la question du jour. Facebook, Twitter, également WhatsApp, nos différentes plateformes vous attendent pour opiner. Pour leur place au bulletin d'information avec Christelle et Diacho. Plaisir de vous retrouver. Bienvenue au bulletin d'information. Élection générale de 2026, retour sur la déclaration de la jeunesse de l'UP, le renouveau du jour. Ces jeunes partisans du baobab auréolé d'arc-en-ciel ont réaffirmé leur loyauté à l'UP, le renouveau. Les échos avec le représentant. Jeunes unis, conscients et debout, prenons la parole avec foi, conviction et engagement. À travers cette déclaration, nous réaffirmons notre loyauté sans faille au parti, notre attachement au peuple béninois et notre fidélité à la République. Oui, nous reconnaissons à Patrice Talon, le bâtisseur du Bénin moderne, le réformateur qui trace l'avenir avec lucidité et fermeté. Mais son œuvre ne s'arrête pas au chantier. Nous saluons avec fierté une avancée politique majeure, la réforme du système partisan. Cette réforme historique a structuré notre démocratie, assaini le paysage politique et surtout donné une place centrale aux jeunes et aux femmes. Grâce à elle, les talents émergent, les compétences sont reconnues et la jeunesse est désormais actrice du changement. À cette vision audacieuse, nous disons merci. Nous sommes la preuve vivante que le Bénin de demain se construit avec le jeune d'aujourd'hui. Nous exprimons ici notre reconnaissance profonde à la haute direction politique et tout particulièrement à son président, Joseph Fifame Djogbenou, dont le leadership clairvoyant et la proximité constante avec les bases militantes inspire respect et engagement. Dans le zoo, nous sommes debout, prêts à affronter
les défis électoraux à venir et convaincu que les victoires de 2026 sont déjà en marche. Loin de son siège, mais plus proche des citoyens dans les terroirs locaux, le Conseil économique et social délocalise ses réunions. Sa première session extraordinaire se tient dans les collines, en cohérence avec les réformes qui l'ont transformé. Échos et enjeux avec Alain Sojoumen et Alexis Quenom. La réforme du Conseil économique et social a consacré la départementalisation de l'institution. La première session extraordinaire de l'année 2025 connaît donc la participation active des conseils départementaux. Les collines ont ouvert le bal de cette session. Il vous revient donc de vulgariser en synergie avec les autorités préfectorales, communales et locales les lois, les règlements et décisions des institutions de la République. Une communication majeure a été faite à l'endroit des conseillers, des maires et des têtes couronnées invités à cette session. À partir de 1892, que tout le monde connaît ici, magnifique festival international, ça a relancé le Bénin, c'est beau. Et les rois ont commencé par fleurir. Si bien qu'il y a des gens qui disent, moi je suis roi de telle localité, tout le monde sait que je suis roi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais dans le quartier d'à côté, mon cousin se lève pour dire que lui aussi il est roi, il me concurrence. L'image de nos chefs traditionnels est calvaudée. 2019, notre constitution, notre loi fondamentale telle que révisée, en son article 151.1 dit que la chefferie traditionnelle est gardienne, elle est garante des us et coutumes. Cette réforme qui ouvre la voie à la participation des citoyens à la base à la vie de l'institution apporte une touche innovante dans son fonctionnement. Pour nous, le chantier est grand et nous devons travailler à ce que nous puissions passer dans toutes les communes, dans tous les arrondissements pour expliquer aux populations le contenu des lois qui sont votées et des décrets qui sont pris au niveau du gouvernement. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le Conseil économique et social qui entend impacter positivement les populations. Allons voir ces agents du ministère des Affaires étrangères honorés à travers différents ordres nationaux du Bénin. Une vingtaine, ils sont distingués pour leur efficacité et leur contribution essentielle à la diplomatie béninoise. Moment de reconnaissance partagé avec collègues, familles et amis. Le reportage. Ils sont diplomates, secrétaires de services administratifs, contrôleurs de services financiers ou encore assistants informatiques. Pour beaucoup, leur nom n'apparaît dans aucun communiqué officiel, mais leur rôle est déterminant, qu'il s'agisse de l'organisation de missions sensibles, de la gestion des relations bilatérales ou du suivi minutieux des dossiers internationaux. Ils sont la mémoire vive et les mains agiles de l'action diplomatique béninoise. Aujourd'hui, par le biais de la présidente de la Haute Cour de justice, la nation leur rend hommage. La diplomatie ne se contente pas de négocier. Elle observe, elle anticipe, elle relie, elle construit à bas bruit ce que d'autres défendent à haute voix. Les décorations que nous remettrons aujourd'hui sont plus que des symboles. Plus que des symboles, ce sont des actes de reconnaissance officiels. Elles disent à chacun d'entre vous, la nation vous a vu. Elles disent à l'administration tout entière, le sérieux est fécond. Elles disent à la jeunesse, le mérite finit toujours par être distingué. Une vingtaine, certains sont faits chevaliers de l'Ordre national du Bénin, d'autres chevaliers de l'Ordre du mérite du Bénin ou encore chevaliers de l'Ordre du mérite social. Elle ne célèbre pas seulement un parcours, mais elle rappelle un idéal fort, celui d'agents publics profondément engagés au service de l'intérêt général. Nous l'accueillons donc avec humilité, conscients qu'elle dépasse nos seules personnes. Elle honore le service diplomatique dans toute sa diversité,
sa continuité et sa discrétion. Elle est une exigence supplémentaire de rigueur, d'exemplarité et de loyauté. Au-delà des décorations, cette cérémonie, organisée par le ministère des Affaires étrangères, est un acte pour montrer que la diplomatie, ce n'est pas qu'une poignée de main devant les caméras, mais c'est aussi et surtout une chaîne humaine où chaque maillon mérite d'être honoré. Et puis, le directeur du cabinet militaire du chef de l'État porte une nouvelle étoile. Cette promotion au grade de général de corps aérien fait de Bertin Bada le plus haut gradé de l'armée de l'air. La cérémonie de port de galon s'est déroulée mardi dernier au camp militaire de Dessa à Alada. Reportage Renoir Kakbo, Mathieu Soken. Une cérémonie de port de galon orchestrée dans la pure tradition militaire devant des invités triés sur le volet. Le directeur du cabinet militaire du chef de l'État est sous les feux des projecteurs. L'ancien général de division aérienne Bertin Bada a franchi une étape majeure dans sa carrière militaire avec sa récente promotion au grade de général de corps aérien, une première historique pour le pays. Une constellation de 4 étoiles désormais gravée sur le galon de cet officier supérieur de l'armée. L'honneur de passer du grade de général de division à celui de général de corps fait de cet homme le plus haut gradé du pays. Ce moment inédit consacre le port de galon du général de corps aérien, plus haute distinction jamais accordée à un personnel des forces armées béninoises. La symbolique est forte et marque une évolution majeure dans l'institution militaire sous le leadership éclairé du chef de l'État. Originaire d'Abomey-Calavi, ce général d'armée de 61 ans a débuté sa carrière le 1er janvier 1983 à l'issue du très sélectif concours de l'armée de l'air. Admis à l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange en France, il y décroche son brevet de pilote militaire en 1986. Après l'obtention d'un diplôme de l'école de guerre en Chine, il a retrouvé sa vocation première, l'aéronautique. Au sein de l'armée de l'air, il a gravi tous les échelons de la spécialité, commandant de base aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, mais également commandant de bord et instructeur pilote. Son professionnalisme, sa rigueur et sa polyvalence ont incité le chef suprême des armées à en faire un précieux collaborateur. Je perçois cette promotion comme une marque de confiance collective. Confiance du président de la République, confiance du haut commandement militaire, confiance de mes anciens chefs, de mes mentors. Témoins privilégiés de ce moment exceptionnel, les invités réunis dans la cour intérieure de la caserne de Dessa se sont laissés traverser par une forte charge émotionnelle avec l'image d'un général désormais au firmament dans les bras de sa mère nourricière, tout aussi empli de fierté. Et dans le reste de l'actualité, vous le savez, c'est la période des examens de fin d'année. Le CEP va céder sa place au BEPC et au bac dans quelques jours. En attendant, dans les collèges, l'heure est aux révisions. Victorine Bondé a fait un tour au CEGERUIRO entre élèves motivés, enseignants engagés et encadrement renforcé. Les dispositions sont prises pour assurer la réussite. Regardez. Dans la cour du collège, l'ambiance est détendue. Certains élèves se promènent, d'autres échangent des plaisanteries ou s'amusent à l'ombre des arbres. Ce sont les élèves des classes intermédiaires, des gens en attente des résultats de fin d'année. Mais à quelques mètres de là, le contraste est saisissant. Dans les salles de classe, les candidats aux différents examens sont concentrés. Stylo en main, plongés dans les cahiers, les yeux rivés sur le tableau, ils suivent avec sérieux les dernières séances de révision. La période est cruciale et chacun affine ses armes pour affronter les épreuves avec assurance. À l'école déjà, nous avons eu plusieurs séances de TD, des TD de renforcement, des TD de la mairie et d'autres TD que notre directeur a financé aussi. À l'école, on passe notre temps à faire des exercices. Donc quand je rentre à la maison, j'apprends le cours pour consolider les exercices que j'ai faits à l'école. Du côté des enseignants,
L'heure est aussi à la mobilisation. Ils multiplient les efforts pour soutenir les candidats dans les derniers mètres avant l'examen. Nous sommes à quelques jours des examens et vous voyez qu'il y a la fatigue psychologique au niveau des apprenants. Donc ce n'est plus le moment pour nous de foncer, mais de donner les petites stratégies pour mieux exploiter les documents. Donc nous sommes en train de faire les derniers réglages. L'administration scolaire, de son côté, en collaboration avec les autorités locales, s'inscrit également dans cette dynamique. Elle met en place des dispositions de soutien pour optimiser les chances de réussite. L'organisation qui est faite est très simple. Nous avons élaboré un nouveau calendrier. Et ça concerne ce qu'on appelle les bachotages. Donc de 7h à 10h, il y a une matière qui passe. La deuxième matière passe de 10h à 13h. Il y a aussi les TD qui continuent, les TD de Olitogbe, les TD de la mairie. Des efforts conjugués, une implication collective et un objectif commun, celui de voir briller ses élèves le jour J. Écho à présent de la célébration de la journée de l'arbre dans le Koufo. C'est la commune d'Aplaroué qui a abrité cette cérémonie. Et cette année, la jeune génération a été impliquée pour une meilleure gestion du couvert végétal. Évariste Zomarou, Samirat Chabimane. Sur le plan départemental, c'est la commune d'Aplaroué qui a abrité les manifestations officielles de la 41e journée nationale de l'arbre, une célébration qui lance également la campagne nationale de reboisement édition 2025. Le site qui est censé donner l'exemple à la jeune génération est celui du collège d'enseignement général de Kaiteme. Les arbres jouent un rôle très important dans nos vies. Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert. De façon spécifique, il est question de sensibiliser la population sur l'importance des arbres dans la protection des sols, la régulation du climat, la fourniture des ressources essentielles comme l'oxygène, le bois, des fruits, des médicaments, etc. Cette journée vise aussi à encourager la plantation d'arbres sur toute l'étendue du territoire pour restaurer les écosystèmes dégradés. À cœur joie, autorités, corps enseignants et élèves ont mis en terre 2500 plants composés de TEC, de Terminalia, de Kaya et bien d'autres sur un domaine d'1 hectare. Une façon de coller au thème de la journée. Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert. Vous savez que la seule journée d'aujourd'hui ne peut pas nous permettre d'atteindre le but. Et qu'il faut continuer de mettre les plans en terre, aller même au-delà du mois de juin pour que le Bénin soit véritablement vert. Pour l'autorité préfectorale, la restauration des écosystèmes dégradés doit être une priorité pour les populations dans la gestion durable des ressources forestières. Ce temps, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, a bouclé les festivités de la fête nationale du Cameroun, 53e édition. Allons à la soirée de gala qui a visiblement tenu ses promesses. Les temps forts, c'est avec Génia Lafouda, Monsi Abouka et Patrick Nimavo. Rythme et pas de danse camerounais. On se croirait au Cameroun et pourtant, nous sommes bien au Bénin. Mais ce soir, c'est le 237 qui est célébré. Une soirée aux couleurs du Cameroun pour célébrer la 53e fête nationale du pays. Notre présence ici à Cotonou est une merveilleuse illustration de notre unité dans la diversité linguistique, la diversité culturelle et surtout la diversité d'opinion. Nous sommes tous ici réunis ce soir sous le drapeau du Cameroun. Le Bénin, il faut le préciser, que c'est notre terre d'accueil et c'est un pays très hospitalier. Donc pour nous, c'est très important de valoriser et de diversifier
et de marquer l'unification de cette fête au Bénin. Même étant au Bénin, nous portons l'identité camerounaise. Cette fête vient mettre fin à plusieurs jours d'activité. Il s'agit entre autres d'une formation gratuite des femmes à la fabrication du savon et d'une séance de don de sang. Et pour finir, je vous propose à présent le calendrier journalier des marchés ouverts ce jeudi 5 juin 2025. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle et Diachot. On se retrouve demain, toujours sur Bonjour le Bénin. Je vous souhaite de passer un excellent matin, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Je retrouve William. Bienvenue à Gia. Bonjour William. Bonjour Rachidat. Bonjour Diachot. Avec vous, la revue des titres et c'est dans un instant. Eh bien, une revue des titres qu'on démarre tout de suite par le quotidien de Ménotin Fraternité, fusion PRD-UP, cafouillage juridique. Le double jeu du PRD, lire la correspondance dans laquelle le PRD réaffirme son existence légale. La cruciale décision DCC 25-011 du 6 mars 2025 clôt le débat des velléités du PRD. Recrudescence des accidents au Bénin, route trop étroite et chauffeur intolérant, le cocktail mortel. Potentiel info à présent, retour d'un dinosaure sur la scène politique ce week-end à Glazoué. Laurent Nyankadia fait le choix du bloc républicain. L'ancien maire de Glazoué fait son comeback grâce au ministre Akbona Paulin avec toute sa base pour peser dans la 10e circonscription électorale. Existence ou non du parti du Renouveau démocratique après sa fusion avec le parti Union progressiste, le Renouveau. Le PRD n'est pas mort. Adrien Mbedi lisse les ongles à Alassane Seydou. Le leader de Choco Choco dresse un argumentaire fondé sur des thèses vers un bras de fer administratif et juridique et judiciaire entre le ministre de l'Intérieur et le PRD. Dynamisme info, existence ou non du Parti du Renouveau démocratique, interpellé Maître Adrien Mbedi oriente le ministre de l'Intérieur. On va poursuivre cette revue des titres avec le quotidien Matin Libre, vie des partis politiques. Mbedi dynamite l'UPR de Diogbeno, l'inévitable impulsion politique nationale, un gouvernement tactique pour une coordination fluide. On passe à la cloche, micmac autour d'accords de fusion entre partis politiques. Où va Maître Adrien Mbedi s'interroge. Le journal élevé au grade de général de corps aérien, Bertin Bada, porte
à l'épaule, c'est 4 étoiles. On passe au quotidien. Le Télégramme clôture réussie de la 31e Assemblée générale régionale Afrique de l'APF à Cotonou, le Bénin, félicité pour son hospitalité et son organisation célébration de la journée nationale de l'arbre à commun. Le maire Bena Adaokwe s'engage pour la biodiversité et la gouvernance écologique. Fusion du Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste, maître Adrien Ngbeji apporte des preuves irréfutables de l'existence légale du PRD. Crise africaine, Gaza et réforme, l'APF resserre les rangs à Cotonou. On passe au quotidien. Le meilleur, lutte contre la migration clandestine. Le projet Westaf lancé à Cotonou pour sensibiliser une migration plus sécurisée. 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. L'appel de Cotonou pour le règlement de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'autre quotidien, clôture solennelle de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF à Cotonou. L'organisation saluée et vibrant hommage au président, talent diplomatie parlementaire Louis Vlavoun renforce les liens du Bénin avec les partenaires francophones. Gassiani, info. Tasse de Trump, une opportunité pour le Bénin, note de lecture et Dakar, une invitation à découvrir. Voilà, ce sera l'essentiel à retenir une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. La revue de presse est dans 1 heure. Voilà, on va se donner rendez-vous, William Aguiar, on va dire en toute fin d'émission. Exactement. Et pendant ce temps, je souhaite encore une fois bon matin à tous nos téléspectateurs. Merci d'être à nos côtés. Et surtout, n'hésitez pas à opiner sur la question du jour que je rappelle très rapidement. Les tricycles sont souvent impliqués dans de nombreux cas d'accident. Faut-il prendre des mesures de sécurité routière spécifiques à leur rencontre? Je compte sur vous et on va se retrouver sur le forum de discussion avec Nadège Sani qui va se charger bien entendu de relayer vos différents avis. Et si on allait à la rencontre de notre expert foncier à présent, Daouda Moussé est notre prochain invité. L'émission de ce jeudi, j'allais dire la thématique de ce jeudi nous emmène au contentieux foncier, plus précisément au règlement amiable des litiges liés au foncier, qu'ils soient bâtis ou non bâtis. Et donc on en parle une fois encore ce matin avec M. Daouda Moussé. Bonjour. Bonjour Madame Biomaman. Merci d'être à nouveau à nos côtés. Vous êtes juriste expert foncier, consultant en marketing et attractivité du territoire. Vous êtes président de l'ONG Sauvons la Terre, auteur de plusieurs ouvrages également. Alors, expert Moussé, quand est-ce qu'on dit que le litige foncier se règle de façon amiable? Une fois encore, merci à vous Madame Biomaman. Toutes les fois qu'un litige n'est pas porté devant les tribunaux ordinaires, c'est-à-dire le tribunal, la cour d'appel, la Cour suprême et même la Cour constitutionnelle ou devant un tribunal spécial tel que la Cour spéciale des affaires foncières, toutes les fois qu'un litige n'est pas porté devant ces cours et tribunaux et que le litige est porté devant d'autres instances, on dit que le litige foncier se règle à l'amiable. D'accord. Alors, le règlement à l'amiable des litiges fonciers, comment ça se passe et devant quelles instances les parties doivent se présenter? Alors, il faut d'abord dire que les litiges, il faut d'abord vous poser la question, peut-être, quand est-ce qu'il peut y avoir litige dans un cas d'héritage, par exemple? Non. Quand est-ce qu'il peut avoir, quels sont les actes qui peuvent provoquer un litige foncier? D'accord. Nous allons, par exemple, en citer pêle-mêle. Il y a le stellionat. C'est-à-dire ça, je ne connais pas. Oui, c'est-à-dire une personne qui vend une parcelle qui n'est plus ou qui n'est pas à lui. D'accord. Une personne qui vend une parcelle. Et ça s'appelle le stellionat. Le stellionat. Par exemple, une personne qui prend un titre foncier sur une parcelle
qui ne lui appartient pas. C'est toujours le stellionat et j'en oublie volontiers. Nous avons c'est donc un cas de litige. Alors le deuxième cas de litige, c'est un cas qui peut soulever un litige. D'accord. Alors nous avons par exemple le vol de parcelles. Naturellement, ça doit soulever un litige. Nous avons la falsification de documents fonciers. Nous avons l'abus de confiance. Nous avons l'escroquerie sur une parcelle. Nous avons l'enlèvement et le déplacement des bornes fixant les limites d'une parcelle. Voilà autant d'actes qui peuvent nous amener, qui peuvent amener deux personnes à soulever un litige foncier. Et dans ce cas, devant, je reviens à ma question précédente, devant quelle instance les parties doivent se présenter? Alors, en vertu des dispositions des articles 386 alinéa 2 du Code foncier et domanial en vigueur en République du Bénin, tout différent lié à la terre rurale, j'insiste sur ça, lié à la terre rurale et aux ressources naturelles y relatives doit de façon obligatoire être précédé au choix des parties d'une tentative de conciliation par le tribunal de conciliation compétent, qui n'est pas un tribunal ordinaire, ou d'une tentative de règlement amiable. D'accord. En français facile, ce n'est plus possible en République du Bénin pour toute personne de droit privé ou de droit moral, tout citoyen, de soulever un litige portant sur une terre rurale sans avoir passé par un règlement amiable. D'accord. Voilà ce que ça veut dire. Je voudrais dire, vous devez forcément, les parties doivent forcément tenter un règlement amiable par une conciliation, c'est-à-dire la médiation, soit par un règlement amiable, c'est-à-dire l'arbitrage. D'accord, donc c'est par ces deux voies-là que le règlement à l'amiable peut se faire. Quelle est donc la nuance entre, on va dire, la médiation et l'arbitrage? Alors, la nuance, on va l'énumérer peut-être en 3 points. D'abord, qui parle de conciliation fait appel à la médiation. Et la médiation est gérée par un médiateur qui est logé dans un tribunal de conciliation. Différent des tribunaux, je le répète, ordinaires, mais installé par les autorités judiciaires. Alors ça, c'est la première nuance. Par contre, puisqu'on parle de nuance, oui. Le médiateur est logé dans un tribunal de conciliation. Par contre, qui parle de règlement amiable fait appel à un arbitre. Lorsque vous parlez de médiateur, vous êtes dans un tribunal de conciliation. Lorsque vous parlez d'arbitre, vous êtes au règlement amiable. Ensuite, le médiateur oui. du tribunal de conciliation s'impose aux parties litigantes. C'est-à-dire que les parties qui soulèvent le différend ne choisissent pas celui qui va conduire les débats. Par contre, c'est de commun accord que les parties choisissent l'arbitre, qui peut être le maire de la commune, qui peut être une personne ressource, qui peut être le chef. De commun accord, donc les parties s'entendent. S'entendent pour dire, voilà la personne ressource que nous choisissons pour tenter de régler ce litige lié à la terre rurale. Alors enfin, en dehors des questions liées à la terre, le médiateur peut traiter d'autres questions, telles que des ressources liées à la terre. Il a volé, il vient de me voler 5 sacs de maïs, il vient de dérober ceci ou cela. Alors même que l'arbitre, lui, s'occupe essentiellement et exclusivement du litige foncier. Mais l'arbitre et le médiateur n'ont pas que des points de dissemblance, ils ont également des points de ressemblance. Ouais. Et le point de ressemblance le plus essentiel, c'est que nous soyons devant l'arbitre ou que nous soyons devant le médiateur, les deux sont en train de tenter de régler
un litige à l'amiable. Mais est-ce que les deux parties sont obligées de passer par cette tentative de règlement à l'amiable ou elles peuvent, on va dire directement, saisir le juge? Alors, Madame Biamaman, oui, lorsque le litige foncier porte sur une parcelle lotie ou dans une zone viabilisée, les parties litigantes ne sont pas du tout obligées de passer par un règlement amiable. Elles peuvent saisir directement le juge. Lorsque le litige porte sur une parcelle lotie, nous parlons ici des parcelles rurales. Alors, par contre, si la parcelle querellée se retrouve dans une zone rurale, les dispositions des articles 396 alinéa 2 s'imposent. Donc, les parties doivent obligatoirement passer par un règlement amiable à travers tout le processus que nous venons de décrire. Qu'il y ait accord ou qu'il n'y ait pas accord, cette tentative de règlement amiable doit être sanctionnée par un procès verbal qui spécifie que oui, nous nous sommes entendus, non, nous ne sommes pas entendus. C'est un sujet tellement important, cher Esper Moussé, surtout à une ère où les réformes dans le secteur du foncier sont nombreuses, on va dire. Et donc, du coup, on va faire un petit récap rapidement. On a parlé des règlements à l'amiable, on a évoqué les différents cas de litiges qui peuvent amener au règlement à l'amiable. Et on a parlé des modes, des voies par lesquelles on peut procéder au règlement à l'amiable. Vous me direz si je me trompe ou pas. Je suis une bonne élève ou pas? Vous êtes pour le moment une très bonne élève. Très bonne élève, voilà, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore par rapport à cette thématique-là, Esper Moussé? Oui, j'ai bien envie de vous demander, Madame Biamaman, oui. Je me mets à votre place, cette fois-ci, c'est moi qui pose la question, de savoir est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce que vous avez eu une fois dans votre vie d'aller dans les cours et tribunaux et de suivre un tant soit peu les règlements liés au foncier, ou tout de moins, est-ce que quelque chose vous a amené à la Cour spéciale des affaires foncières? Madame Biamaman. J'avoue que non, pas devant la Cour spéciale foncière, puisque cette cour, il faut dire, elle est récente aussi. Hein. Elle est récente, mais j'ai déjà eu affaire à un tribunal pour des questions d'héritage. Ça m'a permis d'ailleurs de me rendre compte que c'est vraiment un parcours de combattant. Hein, ça dure parfois des années et c'est pénible à vivre en tout cas. Merci à vous. Lorsque vous poussez votre curiosité, et j'invite les uns et les autres à cet exercice, lorsque vous poussez votre curiosité à aller par exemple à la Cour spéciale des affaires foncières, essentiellement pour ceux qui y vont pour des litiges, vous voyez de toutes catégories. Exactement. Des personnes de 90 ans, de 80, de tout petits, pénible, des femmes, c'est assez pénible. Alors, nous avons jugé, nous sacrifier tous les joueurs, bien sûr, pour venir quand même sensibiliser. Nous avons compris que on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est pour cela que nous avons mis à la disposition des citoyens plusieurs ouvrages pour leur permettre de dire les litiges ne sont pas une fatalité et tout cela peut se régler. Et nous les conseillons d'ailleurs, l'un de mes ouvrages intitulé « Breviaire du foncier béninois, des paroles aux actes » qui va aider beaucoup parce que les litiges fonciers, ce n'est pas que l'affaire du notaire, ce n'est pas que l'affaire du juriste, ce n'est pas que l'affaire de l'expert foncier, c'est l'affaire de tous les citoyens. Merci Esper Daouda Moussé, merci pour ces apports significatifs au débat sur la question du foncier et merci surtout pour ce sacrifice jupitérien que vous faites en vous rendant disponible. Allez, on va vous souhaiter de passer une très belle journée. À très vite, n'est-ce pas, sur Bonjour. Le Bénin est par avance pour une fête de la Tabaski. Merci à vous, madame. Allez, une rubrique après l'autre. Je vais recevoir mon cher Patrick Djossou. Avec lui, on va se retrouver sur l'heure du français juste après ceci.
Alors, c'est une heure du français sans Jean Fondé. Il se retrouve seul aujourd'hui. Oui, Patrick, ça va? Bonjour. Oui, ça va, mais je ne suis pas seul. Je suis avec Rachida. Bah oui, je suis là. Mais bon. On est tellement habitués à faire cet exercice à trois que quand il manque, forcément, on le remarque, n'est-ce pas? Allez, on va faire un gros coucou à notre Jean Fondé, n'est-ce pas, qui est absent du territoire national, mais qui, je l'espère, nous retrouvera très bientôt. Dès jeudi prochain déjà, on l'espère bien. On l'espère. Allez, Patrick, de nouveaux mots, au rendez-vous, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées. Vous saurez tout dès à présent. Alors, quels sont ces mots? Oui, on commence d'abord par les termes et thèmes. D'accord. Ascenseur, encenseur. Il y a peut-être censeur qui donne une certaine ressemblance pour les deux mots. Ce sont des paronymes, des mots qui ne se ressemblent pas, la prononciation, mais ce ne sont pas des synonymes. Ils n'ont pas la même signification. Alors les paronymes, ascenseur et encenseur. On commence déjà par encenseur en pensant à l'encens, à ce qui rend beau, ce genre d'ingrédients qui permet à toutes les religions d'enfumer, de donner un bon parfum à un endroit. Ce n'est pas seulement les religions, mais les familles aussi. L'encens. L'encenseur, c'est celui qui encense. C'est celui qui porte l'encens et dans l'encensoir. Donc, c'est celui qui permet de rendre un endroit bien parfumé avec l'encens. Mais c'est en même temps le flatteur. Un encenseur, c'est quelqu'un qui est flatteur, c'est quelqu'un qui flatte. C'est un flagorneur, oui, comme on dit. C'est un flagorneur, oui, exactement. Et ça, c'est l'encenseur. L'ascenseur que nous connaissons, c'est un dispositif qui permet de s'élever. C'est le monte-charge. C'est le dispositif qui permet de s'élever de manière verticale, évidemment, quand on s'élève. Donc, de passer du bas vers le haut. Exactement. Donc, ascenseur. Et on a tous notre première expérience dans l'ascenseur, Patrick Yossou. Tu veux bien raconter la tienne? La première fois, on monte dans l'ascenseur, on a comme une drôle de sensation. C'est toujours comme ça. On a une sorte... Parfois, on a envie d'aller, de faire... d'aller aux toilettes, de faire pipi. Ça dépend, chacun à sa sensation. Oui, il y a certains qui ont l'impression d'être enfermés. Voilà. Oui, les claustrophobes. Et donc, quand ils sont dans l'ascenseur, ils transpirent largement. Et ils font dans leur froc parfois. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'ascenseur, il y a une autre expérience que j'ai eue. Ça, c'est en Chine. C'est ascenseur vitré où il n'y a rien autour. Quand vous entrez, et que ça monte au 70e étage, vous êtes à découvert, il vaut mieux fermer les yeux parce que vous avez une sensation. Ça donne le tournis. Ça donne le tournis. D'accord. Ça, c'est une autre sensation. Mais c'est aussi le monde moderne qui évolue très, très vite. Alors donc, ascenseur, encenseur, c'est les deux mots que nous découvrons aujourd'hui. Ce sont deux mots différents. Et ça nous a rappelé une fête passée, mais on ne va pas revenir sur la fête, c'est l'Ascension. Ascension, c'est la montée du Christ ou de Jésus au ciel, différent de l'Assomption, qui est l'élévation de la Vierge Marie. Et la montée du Christ a lieu 40 jours après la Pâque. Donc, c'est des calculs qui font qu'on se retrouve à compter la Pâque. Donc, mais 40 jours, jour pour jour, le jeudi, c'est l'Ascension. Très bien. Et l'Assomption, c'est le 14 août. Ça, c'est le 15 août plutôt. Le 15 août, on a l'Assomption. Mais il y a une autre fête dont on ne parle pas souvent parce que c'est aussi une question de calcul, c'est la Tabaski. La Tabaski, c'est un genre de calcul qui se fait et le calcul fait que ça tombe sur le dernier jour de l'an, de l'Hégire. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Arafat, qui est un jour grandiose pour l'islam, à la Mecque, un grand jour de pèlerinage, l'Arafat. Et c'est la veille de la Tabaski, qui est le dernier jour du dernier mois de l'année de l'Hégire. On est en 1446 pour l'an Hégire, cette année 2025. Donc, demain, c'est la Tabaski. Demain, c'est la fête. Et bonne fête déjà à toute la communauté musulmane.
Et donc, on va évoluer dans l'heure du français. On va parler maintenant de maniement de langage. Oui. Patrick Diosso, de maniement de la langue. Oui. Pour le maniement de la langue, aujourd'hui, nous allons faire un tour vers des préfixes et suffixes. On a préfixe astre, astro, astri, et suffixe astre aussi, qui signifie étoile. Les deux préfixes, les deux affixes, enfin, préfixe et suffixe ça fait affix, c'est étoile. Et dans astre, nous avons astrologie, nous avons astronomie. L'astrologie, on a astro et puis logos. Astro, c'est l'étoile. Oui. Logos, c'est le discours, c'est tout ce qui est parole. Donc l'astrologie, c'est la science qui étudie les astres, mais en tant que qui fait l'étude des astres, qui fait l'étude, oui, et qui tourne autour des astres. L'astronomie, c'est plutôt astre et puis nomie, qui donne une impression de science. Il y a une différence entre l'astrologie et l'astronomie. Dans l'astrologie, ce n'est pas une étude, mais cela permet de savoir que vous êtes de tel signe astrologique. Ça permet de faire le tour des astres, des constellations. Donc, par rapport à ça, par rapport à l'astrologie, vous pouvez savoir que votre signe vous permet de bien vous habiller aujourd'hui ou de ne pas bien vous habiller aujourd'hui, etc. Et beaucoup d'autres mots. Il y a un autre mot qui a pour suffixe astre, c'est le mot désastre. Dans désastre, on a douce, le grec douce, qui signifie mauvais, astre. L'étoile, une mauvaise étoile. Oui. Ouais. Un désastre, c'est tout ce qui est funeste, tout ce qui peut être même funèbre, donc néfaste, funeste, funèbre, tout ce qui est événement négatif dans une vie, donc le désastre. Donc c'est une mauvaise étoile dans une vie, le désastre. On peut dire le désastre de ma vie. C'est aussi un exemple. Ce n'est qu'un exemple d'ailleurs. Ce n'est qu'un exemple. Voilà. Et par la grâce de Dieu, vous n'aurez pas de Non, ce n'est qu'un exemple, je l'ai dit, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Alors, on découvre ce matin l'expression « quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier ». C'est donc pour dire quoi l'expression du jour, Patrick? Oui, l'expression du jour, c'est pour dire que lorsqu'on se retrouve en situation de mensonge ou de vérité, il ne faut pas paniquer. Le mensonge va vite. Lorsque vous découvrez sur les réseaux sociaux ce qui se passe, les rumeurs vont très vite. Très vite, ouais, et souvent, les mauvaises rumeurs, ça va très vite. Mais quand on vient rétablir la vérité, ça prend un peu plus de temps. On ne sait pas comment cela se passe. Mais c'est la même chose pour la vie ambiante. Quelqu'un qui vient, qui ment sur une autre personne... Ça enfle très vite. Ouais, bien sûr. Rapidement, et puis le mensonge prend une ampleur terrible. Quelqu'un qui vient dire « Ah, je viens de voir telle personne avec un bonbon », et quand ça fait le tour, ça revient, ce n'est plus un seul bonbon, c'est une vingtaine de bonbons, une trentaine de bonbons. Parce que chacun raconte l'histoire à sa manière et on en rajoute toujours une couche, hein, forcément. Mais quand la vérité veut venir, elle prend du temps. Ouais. Elle prend tout son temps. Mais elle vient toujours. La vérité, elle peut tarder, mais elle vient toujours, toujours, il faut le dire. Toujours. Donc, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, parce que ça va lentement ça prend sûrement. Chaque pas, chaque marche de l'escalier pour pouvoir venir, pour pouvoir atteindre le sommet ou pour pouvoir descendre lorsque c'est du haut vers le bas. Donc, si vous avez le sentiment de vivre une sorte d'injustice, si vous avez le sentiment que des gens peut-être ont colporté des choses sur vous qui ne sont pas, réelles, calmez-vous, prenez votre temps, on finit toujours par le savoir. Voilà, c'est clair. Et quand on découvre que c'est juste à côté de soi, c'est difficile, ça fait mal, c'est dur à vivre. Merci Patrick. Et donc c'est pour dire, le mensonge il est rapide, la vérité est lente mais finit toujours par être connue. Et la pensée du jour, qu'est-ce qu'elle dit, Patrick? Elle nous parle aussi de vérité et de mensonge. C'est une pensée qui nous vient de Saint-Ben Ousmane, de Veis Siozan, c'est un de ses ouvrages qui est collé à Le Mandat. Et dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Toute vérité qui divise, qui jette la discorde entre les gens d'une même famille
est un mensonge. Mais le mensonge qui tisse, unit, soude les êtres est une vérité. Lorsque vous vous retrouvez en situation où c'est du mensonge qui tourne à l'avantage, on dit que ça devient une vérité. Je donne un exemple, je ne dis pas que c'est souhaitable, mais il y a un monsieur qui est improductif. Il n'a pas de fertilité. Mais cela a été constaté par sa femme qui s'est référée à la belle famille. On a parlé à la famille parce qu'il y a eu toutes les analyses possibles. Et le monsieur est tellement rigide par rapport à certaines choses que personne n'ose lui en parler. Alors, le village s'est réuni et tout ce qui a été décidé, c'est que ce soit le frère du monsieur qui puisse permettre à la femme d'être productive. D'accord. Et tous les enfants du monsieur sont du frère. Et ça, c'est du mensonge. Mais c'est un mensonge qui a uni parce que le couple est resté uni jusqu'à la fin. Et le monsieur est parti. Vous voulez me dire qu'il y a de bons mensonges, il y a de mauvais mensonges. Aucune raison n'explique la bassesse, mon cher Patrick. Oui, mais c'est ce que Saint Ben Ousmane nous dit. C'est discutable. Oui, c'est une pensée très discutable. Oui, mais quand le mensonge permet d'unir, quand le mensonge permet de ne pas scinder une famille, de ne pas diviser une famille, lui dit que c'est une vérité. Mais quand la vérité est dite... Je suis d'accord, mais l'exemple me laisse un peu pantois. Un peu pantois, oui, parce que c'est un exemple qui semble un peu tiré par les cheveux, mais ce sont des choses qui arrivent, allez fouiller, dans les villages. Et ça se passe comme ça. Et on n'en parle pas parce que ce sont des secrets de famille, ce sont des secrets de village. Je ne voudrais pas citer de village où on m'a raconté que c'est comme ça que ça s'est passé. Et que ça se passe et Très ça bien. s'est passé. Merci donc, voilà. Patrick. Toute vérité qui divise, qui jette la discorde entre les gens d'une même famille est un mensonge. Le mensonge qui tisse, unit, soude les êtres est une vérité, dixit Saint Ben Ousmane. Voilà. Et ce sera tout pour l'heure du français de ce jour, Patrick je dis encore une fois bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. C'est demain et c'est pendant 4 jours. Normalement, c'est comme ça ce qui est prévu par l'islam, 4 jours de festivités. Et cette année, ça tombe sur un vendredi. Voilà. Donc, ça va être un week-end long. Le lundi est lundi de oh là là là. Ça fait 4 jours. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire des tas de programmes pour s'éclater, se lâcher. On en a besoin. Il n'y a pas que le travail dans la vie, chers amis téléspectateurs. C'est vrai que les temps ne sont pas faciles, c'est de plus en plus dur. Il n'y a pas qu'au Bénin, c'est partout. La morosité économique, mais tout de même trouver le moyen de se lâcher un peu. On a quoi? Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Allez, éclatez-vous et venez nous faire le point par ici. C'est pas Miss Numérique. Rebecca Kendiamoudé qui me dira le contraire. Pas du tout. Rebecca Rebecca vient nous rejoindre. Bonjour Rebecca. Bonjour Rachidate. Je disais que moi je viens au boulot. J'ai pas 4 jours de repos. Vrai. Oh là là, Rebecca. Faut pas saper mon moral ce matin. Vous aussi, J'avais oublié, vous êtes au boulot. J'avais oublié les spécificités. Et le lundi, vous êtes au JT. Oh là là, c'est fou. C'est vrai en plus. Mais bon, c'est pas grave. Ce métier, on le fait par passion. Oui, donc on est là pour servir les téléspectateurs. Rachidate, tu me ramènes à ma dure réalité. Ah ouais. Il le faut quand même. Allez, voici pour vous la rubrique numérique de ce genre. Alors, Rebecca, ça va? Rachidate, bien maman, je pète la forme, comme on le dit. Ça se voit, n'est-ce pas? Oui, ça se voit, le sourire, il est étincelant. Vous respirez le calme et la sérénité. Oui, absolument. Ça présage d'une bonne rubrique, comme on l'aime sur Bonjour le Bénin. Vous savez, quand on parle du numérique, c'est forcément agréable. On a envie d'entendre parce que c'est notre monde actuel, qu'on le veuille ou non. Exactement. Alors, on parle de données personnelles, Rebecca, et vous nous dites ce matin que ce que nous donnons vaut plus que ce que
nous croyons. Exactement, Rachidat Biamaman. Alors bonjour aux amis téléspectateurs. Rachidat, quand je vous demande comment vous appelez, vous allez forcément me donner Rachidatou Biamaman. Et il en va de même quand vous êtes sur une plateforme digitale, sur un réseau social et que vous voulez vous connecter, créer un compte, forcément, vous laissez ces identifiants, donc votre nom, prénom, parfois même votre date de naissance. Et c'est pour ça que parfois sur le statut social et autres. Alors, imaginez que quelqu'un puisse lire votre agenda, vos textos, vos recherches Google, vos achats et même deviner votre humeur. Ça vous dérange ou pas? Ça me dérange, assurément. Effectivement. Alors pourtant, c'est exactement ce qui se passe chez les amis téléspectateurs quand vous laissez vos données personnelles entre de mauvaises mains. À l'ère du numérique, nos données personnelles sont devenues un véritable trésor pour les entreprises, les plateformes et parfois même pour les escrocs. Parce que oui, s'il existe des escrocs dans notre monde physique, forcément, c'est que dans le monde virtuel, ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux. Alors, ce que nous partageons en ligne peut être utilisé, revendu ou même détourné. Ce matin, donc, on s'intéresse aux données personnelles, l'or noir du 21e siècle à travers le visuel qui va suivre. Vous allez mieux comprendre ce que c'est que les données personnelles, mais surtout, on met l'accent sur des cas pratiques pour une compréhension plus rapide et plus accessible à tous. On en parle avec Ghislain Kodjo, c'est notre web marketeur. Votre numéro de téléphone, vos habitudes d'achat, votre localisation, les photos que vous publiez, toutes ces informations, ce sont vos données personnelles. Elles semblent anodines, mais en réalité, elles ont de la valeur, beaucoup de valeur, assez d'ailleurs pour être revendues, analysées et exploitées parfois à votre insu. Alors, la question est simple. Savez-vous vraiment ce que vous partagez? Avant de répondre à cette question, revenons encore à la définition de données personnelles. En fait, une donnée personnelle, c'est toute information qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Votre nom, bien évidemment, mais aussi votre adresse IP, votre âge, vos recherches Google ou même le modèle de votre téléphone. Et aujourd'hui, chaque clic, chaque like, chaque pas avec votre smartphone génère des données. C'est le nouveau pétrole du 21e siècle. Mais pourquoi vos données personnelles valent de l'or? La réponse est simple. Vos données sont utilisées pour vous cibler avec des publicités personnalisées, influencer vos choix d'achat, prédire vos comportements, etc. Cependant, il convient de préciser que certaines entreprises exploitent légalement vos données car vous leur donnez le droit de le faire en acceptant parfois les cookies installés sur le site web ou en acceptant leur politique de confidentialité. D'autres, par contre, sans scrupules, les revendent à des tiers, souvent sans que vous ne le sachiez. Et parfois, malheureusement, elles tombent même entre les mains de cybercriminels. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques et rendre votre vie infernale. Concrètement, une fuite de données peut amener au vol de votre identité, à des escroqueries et à une surveillance non désirée. Un simple lien malveillant sur Internet ou sur les réseaux sociaux peut suffire pour vous piéger et signer le début de votre cauchemar. Et ce n'est pas qu'une affaire de grandes entreprises. Tout le monde est concerné. Vous, moi, nos enfants, tout le monde est concerné. D'où l'importance de vous protéger. Mais on ne va pas se mentir, avec la démocratisation et le perfectionnement de l'IA, se protéger devient de plus en plus compliqué. Mais quelques réflexes simples peuvent quand même vous sauver dans bien de situations. Activez toujours la double authentification sur vos comptes. Certaines applications vous permettent même d'utiliser votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale et vocale. Lisez toujours les paramètres de confidentialité des applications que vous installez sur vos smartphones ou ordinateurs. Méfiez-vous des Wi-Fi publics et surtout, partagez le strict minimum sur Internet. Ce que vous renseignez ou publiez peut rester en ligne pour toujours. En résumé, vos données, c'est un peu votre double numérique. Et comme vous protégez vos papiers d'identité ou votre argent, vous devez aussi protéger votre vie privée. Parce qu'un jour, ce que vous aurez partagé sans réfléchir aujourd'hui pourrait être utilisé contre vous. Alors, la prochaine fois que vous cliquez sur « Accepter les cookies », posez-vous la question « Qui profite vraiment de vos données ?»
Voilà qui résume bien nos pensées, qui profite réellement de vos données. Une question qu'on doit se poser à chaque clic, à chaque like ou à chaque commentaire sur les réseaux sociaux. Ghislain Kodjo, merci pour ces précisions. Alors Rachidat, on ne le dira jamais assez et comme le disait Ghislain tout à l'heure, nos données valent de l'or. Le piège, je n'ai rien à cacher. Je sais que beaucoup se disent ça quand ils naviguent sur les plateformes digitales. Je n'ai rien à cacher. Alors, c'est vrai, vous n'avez rien à cacher, mais ce n'est pas la bonne question à vous poser. La bonne question plutôt, c'est qui a le contrôle derrière les informations que je laisse traîner sur les réseaux sociaux. Si demain quelqu'un peut savoir où vous allez, avec qui, ce que vous aimez, vos soucis de santé, vos opinions, et tout cela sans votre accord, est-ce que cela ne vous pose pas de problème dès que vous avez la réponse à cela? Je pense que vous allez savoir s'il faut protéger vos données personnelles ou pas sur la toile. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Rebecca. Et donc, on peut rappeler quelques notions en guise de conseil pour sécuriser, on va dire, nos données personnelles. Évidemment, Rachidette, Ghislain en parlait, mais je vais revenir là-dessus parce que, comme on le dit souvent, c'est pédagogique de toujours répéter. Alors, conseil simple pour mieux protéger vos données, je vais commencer par vous demander de lire. Voilà. Lisez les autorisations un tout petit peu quand même. Parce que quand c'est vrai que c'est souvent long. Hein? Oui, c'est souvent long, mais faites l'exercice de lire. Et c'est fait exprès, justement, que ce soit long pour vous ennuyer en quelque sorte, afin que vous puissiez lâcher prise pour ne pas lire les confidentialités de ces maisons de réseaux sociaux. Alors, utilisez des mots de passe solides. Ghislain le disait également tout à l'heure. On a tendance à mettre nos années de naissance comme mot de passe. Ou les prénoms de nos enfants. À bannir. Voilà. À bannir parce que tout de suite, quand un hacker veut essayer d'avoir votre mot de passe, c'est à ça on pense. Les prénoms d'abord. La date de naissance. Mais c'est que c'est plus facile. Ouais, mais c'est plus facile. Quand on a une mémoire, pas du tout. Qu'est-ce qu'on dit dans la vie de tous les jours? Tout ce qui est facile. Ah ouais. N'est pas toujours consommable. Exactement. Là, alors, activez la double authentification. Vous allez remarquer que sur vos Gmail, en tout cas pour ceux qui utilisent Gmail, je sais que on vous demande souvent la double authentification. Quand vous avez l'habitude de vous connecter sur un ordinateur et que vous changez de périphérie, à un moment donné, on va vous demander tout de suite, est-ce que c'est vous-même, histoire de vous renvoyer un texto rapidement via un numéro que vous avez préalablement laissé sur la plateforme pour voir si c'est effectivement vous-même. Donc, cela permet à la plateforme de sécuriser en quelque sorte vos données personnelles. On va parler de limiter ce que vous partagez en ligne. Posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de poster ce que je m'apprête à poster? Même un quiz qui vous fait rire, est-ce que cela mérite réellement que vous laissiez vos données traîner sur la toile? Et puis faites le ménage régulièrement, apprenez à supprimer les applis que vous n'utilisez plus, videz les historiques, nettoyez les cookies dans votre navigateur. Alors pour finir, Rachidat Biomaman, ce que nous allons retenir, vos données, c'est votre vie privée et votre vie privée n'a pas de prix. Alors prenez-en soin comme vous le feriez avec votre carte bancaire. Personne ne laisse traîner sa carte bancaire, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Pourquoi laisser traîner ces données personnelles? Tout simplement. Merci Rebecca. Merci pour cette alerte matinale. Merci de nous inviter surtout à la prudence parce que si vous laissez traîner vos données, comment on les appelle déjà? Lors du 21e siècle. Lors du 21e vous parlez des hackers? Oui, les hackers, ils ont vite fait de tout récupérer et bienvenue le harcèlement. Vous savez, souvent, on navigue sur la toile et on remarque que l'algorithme de, par exemple, Facebook vous propose des publicités. Ça nous étonne parce qu'on se dit, c'est à ça que je pensais. Comment ils me suivent? Non, mais ça dépend.
des pages que vous consultez. Exactement. Donc, du coup, l'algorithme vous envoie. Exactement, Rachida. Est-ce que vous visionnez souvent? Ce que vous visionnez souvent, l'algorithme se dit que, ben, tiens, c'est ce que vous aimez. Et n'oubliez pas, par exemple, sur la plateforme TikTok, avant de créer un compte, on vous demande vos domaines, les domaines d'activité que vous affectionnez souvent. Tout ça, c'est en quelque sorte pour contrôler votre historique de recherche sur ces plateformes-là. Merci Rebecca Kenjangoundé. Excellent matin. On se retrouve jeudi prochain pour une autre thématique qui vous permet, n'est-ce pas, d'en savoir un peu plus sur le monde du numérique. Aujourd'hui, vous le savez, on ne peut plus s'en passer. Non. Et donc, il vaut mieux se renseigner. Merci Rebecca. Au plaisir, Rachidat. On va à la pause. Le temps pour nous de recevoir notre invité politique. L'instant politique de ce jour reçoit le premier candidat qui prétend briguer la magistrature suprême dans un Bénin où seuls 3 blocs structurent réellement le champ électoral, à savoir la mouvance présidentielle UPR, IBR et les démocrates. Alors, dans ce contexte, comment Daniel Eda, qui est notre invité ce matin, qui n'appartient ni à la mouvance ni à ce parti d'opposition et donc ne dispose pas à ce jour d'élus capables de lui accorder les parrainages, compte-t-il réaliser son rêve présidentiel? Il nous en parle ce matin. Daniel Eda, bonjour. Bonjour Madame Bio-Maman. Merci d'être sur l'instant politique de ce jour. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, vous en remettez une couche en annonçant officiellement votre candidature pour 2026. Cette fois-ci, Daniel Eda, le contexte, il est différent. Pour être candidat, il faut s'assurer d'avoir le parrainage, ce qui, au regard des dispositions de la loi, pourrait être impossible. Votre candidature, Monsieur Eda, n'est-elle pas burlesque? Merci déjà pour l'invitation. Je saisis l'opportunité de votre antenne pour dire merci à tout le peuple béninois et avant ça, rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous a été donnée d'abord de faire la déclaration et dire merci pour l'accueil chaleureux que cette déclaration, quoique qualifiée de part et d'autre en fonction des positions de chacun, a suscité. Donc, ce que je voudrais dire, le contexte politique structuré par 3 grands blocs. Mais est-ce que le contexte politique empêche chaque citoyen de dire ce qu'il a comme vision pour le pays? Avant d'en arriver au parrainage, les blocs vont choisir leur candidat sur la base de quoi? Mais celui qui dit qu'il est porteur d'un projet pour le pays doit commencer par s'annoncer. Et sauf si vous me dites que les blocs vont choisir sans tenir compte de la capacité réelle des prétendants à apporter les solutions aux problèmes du moment. Mais si tel est que les prétendants sont appelés à apporter des solutions, ils doivent commencer par dire ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils veulent faire qui doit déterminer chaque bloc à choisir. Parce que pour avoir une victoire à une élection présidentielle, il y a deux moments. Mais Monsieur Eda, comment voulez-vous porter un projet? S'il vous plaît, je voudrais vous dire ceci. Et je profite pour dire à tous les jeunes béninois, du moins ceux qui sont plus jeunes que moi et les gens de ma génération, ne vous laissez pas bloquer par des systèmes qui anéantissent la créativité. Mais ce sont les règles qu'on a établies ensemble, Monsieur Eda. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas de blocage, il s'agit de respecter les règles en la matière. S'il vous plaît. Pour l'instant, nous ne sommes pas au dépôt de candidature. Daniel Eda n'est pas parti à la Sénat. Mais comment comptez-vous valider votre candidature? C'est quand même la première étape. Il y a des règles en la matière. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour être candidat, il ne faut pas simplement... Le premier pas n'est pas de ramasser des parrainages. Le premier pas, c'est d'avoir une vision. Où est-ce qu'on veut emmener le pays? Et la vision que porte Daniel Eda ne date pas de 2024 où le code a été modifié ou même de 2019. C'est depuis 2014 que nous parlons de notre vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Madame Bio-Maman, vous voulez me dire que dès que le code arrive et qu'on met des barrages, il faut que Eda sur le boucle et ne parle plus jamais de sa vision parce qu'il y a un code qui est venu. Moi, je suis citoyen.
Et jusqu'à demain, je demeure béninois. Ce code électoral, s'il vous plaît, vous l'avez lu dans toute son entièreté, vous en connaissez les règles? Je fais partie du cadre de concertation, mon mouvement, nous le ferons, fait partie du cadre de concertation des partis, des forces politiques de l'opposition. Et j'ai connaissance du code. Sur quoi vous comptez, M. Ida, concrètement? La première chose, première chose, je compte sur ma vision qui doit attirer tous ceux qui veulent du bien pour ce pays. D'accord. S'il y a des gens qui veulent du bien pour ce pays, ils doivent commencer par chercher à savoir qu'est-ce que EDA propose. Et qu'est-ce que je propose? Et ce sur quoi je compte, c'est quoi? Le Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. C'est quoi un Bénin économiquement prospère? C'est un Bénin attractif des investisseurs nationaux et étrangers. C'est un Bénin pays de services, destination privilégiée des multinationales qui choisit de s'implanter chez nous pour pouvoir conquérir le marché sous-régional. C'est un Bénin qui passe de l'économie de consommation à l'économie de production, qui se traduira par l'implantation dans chacune de nos 77 communes d'unités de production et de transformation pour doter nos économies locales de leur indispensable colonne vertébrale. Parce que vous savez, même quand on donne de l'argent par l'AFIA ou quoi, aux femmes, aux jeunes, pour entreprendre dans les localités, s'il n'y a pas une clientèle avec un pouvoir d'achat réel, si vous entreprenez, vous ne pouvez pas prospérer. Or, si dans chaque commune, nous avons une colonne vertébrale, c'est-à-dire une activité centrale autour de laquelle pourront graviter les initiatives génératives de revenus portées par les femmes et les jeunes, eh bien, ils vont prospérer. Et quand ils vont prospérer, c'est ça qui va amener la croissance économique inclusive. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a une croissance économique que les Béninois apprennent, mais qu'ils ne vivent pas dans les ménages. Donc, pour que cela puisse arriver, il faut que nous construisions l'économie de production et de transformation. C'est ça, le Bénin économiquement prospère. Vous avez des chiffres à ce sujet? S'il vous plaît. Vous avancez des choses sans chiffres? S'il vous plaît. Oui. Moi, je vis à Paou. Et je saisis l'occasion pour informer... on ne va pas rentrer... On va pas rentrer dans ce débat, M. Ida. S'il vous plaît. Vous m'avez amené ici pour vous dire pourquoi je suis candidat et ce sur quoi je compte. Oui. Et je vous dis, contrairement à tous ceux qui mettre en avant la question du parrainage, la question de ceci, cela, il faut commencer par avoir une vision. La vision... Quelqu'un qui a tous les parrainages et qui n'a pas de vision est inutile pour ce pays. Très bien. La vision, vous l'avez. Et vous estimez que c'est le premier pas à poser. Et ensuite? Mais pourquoi vous voulez forcer mon agenda à moi? Mais une vision... Oui, mais s'il vous plaît, nous n'avons pas encore fini. Il n'y a que le jeudi passé que nous avons déclaré la candidature. D'accord? Mais on estime que cela s'inscrit dans un processus, tout à fait. Ça s'inscrit dans un processus. C'est moi qui maîtrise l'agenda. Mais si je veux diriger ce pays et que vous m'appelez ici et je me mets à vous dévoiler tout ce que j'ai prévu, vous devez dire celui-là n'est pas bon pour notre pays. Il ne s'agit même pas de ça. Il ne s'agit même pas de ça. Vous avez une vision. Oui. Cette vision, aujourd'hui, la réalité est que vous n'êtes pas porté par un parti politique. Qu'est-ce que vous en savez, Madame Biomama? Mais dites-nous alors, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Qu'est-ce que vous faites? Mais tout à fait. Je ne peux pas me lever comme ça pour dire je suis candidat si je ne sais pas où je vais et comment je vais y aller. Mais permettez que je ne vous dise pas au moment où vous voulez ce que vous voulez entendre, ce dont on devrait donc pour l'instant se contenter de la vision. C'est très important et c'est à cela que j'invite tous les autres prétendants. Parce que vous savez, la politique, normalement, pour que la démocratie nourrisse le peuple, il faut que la politique soit sur les deux pieds. Or, au Bénin, ce que nous avons appris à faire, c'est de nous arranger pour conquérir le pouvoir, de le conserver au maximum, mais jamais on ne se préoccupe de ce qu'on va en faire. Donc, le moment est venu de passer de la politique unijambiste à la politique sur ses deux pieds. Est-ce que Daniel Ida ne rêve pas un peu trop? Mais écoutez, les grandes réalisations commencent par des rêves. Écoutez. Il nous faut aborder la question du parrainage. Comment comptez-vous obtenir ces parrainages, monsieur Ida? C'est la grosse question aujourd'hui. Et vous l'auriez remarqué d'ailleurs, après votre déclaration sur les réseaux sociaux, c'est la question que tout le monde a sur les lèvres. Et le téléspectateur qui nous regarde ce matin a envie de savoir. Mais janvier. Mais écoutez, je vous dis, ma priorité, ce n'est pas parrainage. Ma priorité, c'est la vision. Et si vous suivez très bien, vos archives sont là. La dernière fois, Ida était dans vos locaux ici, c'est en 2016, lors du passage des candidats au premier tour. Et ça fait compter le nombre d'années que ça fait. Si je reviens ici aujourd'hui, alors que le processus de dépôt de candidature n'est pas encore enclenché, si vous m'avez invité, c'est que vous avez trouvé un intérêt à la déclaration de candidature. Et je ne voudrais pas
que ceux qui n'ont pas de vision, ceux qui n'ont pas de projet, ceux qui n'ont pas d'idée, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire du pouvoir une fois conquis, nous déroutent. Moi, j'ai une vision. Vous savez, c'est comme si vous êtes sur une autoroute. Vous avez une vision, vous avez une destination. Mais les gens qui n'ont pas de vision vont rester à côté à des embranchements, vous faites la main. Si vous le faites, vous leur prêtez attention, vous savez ce qui va arriver? Vous allez prendre l'embranchement et vous perdez votre destination. Daniel Eda est focalisé sur la vision. Depuis 2014, nous parlons de la même vision. Trouvez-moi dans la classe politique béninoise un seul homme politique. Je dis un seul homme, depuis 90, qui ait dit la même chose, qu'il ait maintenu sur 2-3 ans. Non, vous n'allez pas en trouver. De toute façon, chacun a sa vision de la gestion de ce pays. Vous avez la responsabilité en tant que femme et homme des médias de structurer le débat politique de manière à ce que ça puisse apporter quelque chose à notre développement. Mais si actuellement, la politique au Bénin, ça tourne autour de quoi? Des personnes, des guerres de personnes. D'accord? On parle rarement vision, on parle rarement idéal, mais on parle telle a fait telle personne, telle a fait telle... On entend votre message ce matin, Daniel Eda, c'est tellement clair. Oui, maintenant par rapport au parrainage, je voudrais vous dire ceci. Si vous avez suivi la déclaration de candidature, j'ai dit, je tends la main, une main de dialogue et de responsabilité à ceux qui ont le pouvoir de parrainage. Aux élus? Mais lesquels élus fictifs? S'il vous plaît. Oui. Je suis en train de parler. D'accord. Si vous me permettez. Non, allez-y. C'est une question de timing aussi, allez-y. Oui, mais la question de timing, le peuple doit comprendre ce que nous voulons dire. Vous tendez la main aux élus? À tous les élus. Moi, je suis aujourd'hui dans le... Qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, c'est bien ça? Aujourd'hui, je suis dans le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Mais, comme je vous l'ai dit, le Bénin a besoin de réconciliation, le Bénin a besoin de rassemblement. Et donc, pour être clair, M. Eda, vous tendez la main aux élus de l'opposition? Je tends la main à tous les élus à partir de là où je me trouve. Parce que les élus, même de la mouvance, ont intérêt à ce qu'après 2026, ce que le président Yahi a subi pendant 52 jours, que ça n'arrive pas au président Talon. Et nous sommes dans la prédisposition à faire en sorte que la continuité de l'État devienne une culture embrassée dans notre pays. Vous savez, ce que nous avons vécu et qui fait que nous n'avançons pas, c'est que quand un président vient, il tourne le dos à ce que l'autre a eu à faire. Et il fait pour lui, un autre vient, et regardez, très bien, nous faisons de grandes réalisations, mais nous ne progressons pas véritablement. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de faire rentrer la gouvernance de notre pays dans la culture de la continuité de l'État. Et cette culture de la continuité de l'État ne peut intervenir que si nous embrassons la gouvernance inclusive qui demande que l'on rentre dans une ère de gouvernance apaisée. Donc, la gouvernance apaisée suppose que notre mouvement, nous le ferons. Pour votre information, notre mouvement, nous le ferons. Certes, nous sommes dans le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, mais il y a des gens qui sont militants d'autres partis qui font partie de nous le ferons, parce que quand nous disons nous le ferons, ça veut dire quoi? Ce n'est pas Eda seul qui va se lever pour faire. Eda porte la vision, et tous ceux qui sont patriotes, qui ne veulent pas que les guerres de personnes actuelles, que les vieilles querelles soient pérennisées après 2026, tous ces gens-là sont avec nous. Et vous serez surpris parce que déjà, entre nous, avant jeudi passé, qu'est-ce qui vous aurait motivé à m'inviter ici? Si ce qui est sorti... Et c'est justement pour ça que ce matin, on retiendra... Aider nos compatriotes. Monsieur Daniel Eda, on retiendra ce matin que vous comptez obtenir les parrainages auprès de l'opposition, soit dit en passant, les démocrates. Est-ce que vous savez aussi qu'au niveau des démocrates, il y a aussi des aspirations, des rêves présidentiels à ce niveau-là? Est-ce que ce n'est pas utopique? S'il vous plaît, madame. Je sais que vous m'avez amené ici pour me faire accoucher de ce que certains attendent. D'accord? Mais ils n'auront pas l'accouchement là aujourd'hui. Ce qui est important pour moi et qui doit être important pour vous en tant que citoyenne et important pour tout le peuple, c'est ceux qui veulent gouverner le Bénin à partir de 2026. Mais on a besoin de vous suivre, monsieur Daniel Eda. On ne peut pas suivre un conducteur si on n'est pas assuré que le véhicule dans lequel il vous embarque... Mais à quoi sert les parrainages réunis s'il n'y a pas de vision? Dites-moi, à quoi sert
quelqu'un qui a plusieurs parrainages ou tous les parrainages possibles s'il n'a pas de vision. Parce que le véhicule là, doit aller à une destination. Et la destination se définit par rapport à la vision. Celui qui n'a pas de vision, pour faire un joli bâtiment, ce n'est pas forcément celui qui a beaucoup de ciment, de sable, tout ça. Il faut un plan. D'accord. Et donc ce matin... ce qui est important pour le Bénin, ce qui est important pour le Bénin, pour l'instant, c'est les visions de chacun des candidats. Qu'est-ce qu'ils proposent? Où est-ce qu'il veut nous amener? Est-ce que celui qui vient, c'est quelqu'un qui viendra continuer les querelles? Est-ce que c'est quelqu'un qui viendra faire la guerre à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui viendra nous conduire dans le décor? C'est très important. Monsieur. Merci, monsieur Eda. Alors, vous répondez quoi à ceux qui pensent que vous êtes comme, vous vous claquemurez comme dans une bulle? Imaginez, qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui pensent que votre candidature est une farce? Très bien. Je voudrais leur dire une chose. Je suis préparé à l'opposition et je ferai tout pour que ceux qui disent le contraire de ce que je pense puissent avoir le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Maintenant, je ne suis pas celui-là à qui on va dire des choses et le forcer à sortir de son agenda. Un homme d'État ne fonctionne pas de cette façon-là. On saura dans les tout prochains jours, après la vision, on saura voilà, comment Daniel Eda compte. Très bien. Restez attentifs et vous saurez parce que j'ai un agenda et personne ne pourra brusquer cet agenda. Comme je vous ai dit hier, après la déclaration, j'ai décidé de ne pas parler. D'accord. Merci pour l'honneur. Beaucoup de médias, c'est pas patriotique que je suis venu ici. Beaucoup de médias nous ont contactés et nous avons dit non. Mais c'est la SRTB, excusez-moi. C'est Bénin TV. C'est Bénin TV. Donc c'est le pays, c'est le service public. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir gouverner ce pays et refuser votre appel. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on est ici, tous ceux qui nous ont... les gens disent plein de choses sur les médias. Je lis et j'écoute tout. Mais je ne réponds pas et je ne répondrai qu'au moment de mon choix. D'accord. On attend cet agenda de pied ferme parce que les médias, nous sommes dans notre rôle. Merci. Daniel Eda, merci d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Merci. Bonne chance à notre pays. Et ensemble, nous le ferons. Allez, bonjour le Bénin se poursuit à présent. C'est l'heure du débat. On va parler des tricycles, véritables engins de... Allez, je me perds un peu dans mes notes. C'est le syndrome Daniel Eda ce matin. Allez, le débat, c'est dans un instant. On va rapidement à la pause. Il nous a paru intéressant sur Bonjour le Bénin de ce jour d'évoquer ce sujet abordé par nos confrères du quotidien d'information. L'Emblème, nous avons d'ailleurs sur ce plateau son directeur de publication, Émeric Joël Alagbe. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, chers consoeurs, et bonjour aux téléspectateurs du Bénin TV. Alors, dans vos colonnes d'hier ou avant-hier, vous avez abordé la question des tricycles véritables engin de terreur, dites-vous. Qu'est-ce qui sous-tend cette affirmation? Vous savez, nous sommes un quotidien d'analyse et d'enquête sur le terrain. Et aujourd'hui, par rapport aux infrastructures réalisées par le gouvernement de la rupture, nous avons compris qu'avec assez de routes et par rapport au plan sécuritaire installé par la police républicaine, les accidents ont diminué. Mais quand nous avons fait un tour, d'abord au niveau du groupement des sapeurs-pompiers, pour savoir qu'est-ce qui cause maintenant les accidents au plan national et surtout dans les grandes villes comme Cotonou, Paracoa, Bomé, Porto Novo, on a vu que c'est les engins à 3 roues, c'est-à-dire les tricites, qui causent les accidents. Et ce qui nous a plus motivés, c'est que nous-mêmes, nous avons constaté au niveau de la circulation, quand il y a un accident, quand il y a un choc, c'est toujours un conducteur de tricite qui est à la base. Et en fouillant, nous avons constaté, il y a des tricites qui n'ont pas d'assurance, dont les conducteurs n'ont pas de permis de conduire. Alors que pour conduire l'électricité, il faut avoir le permis de conduire, il faut avoir d'assurance parce que nous avons suivi les sensibilisations du Centre national de sécurité routière qui sensibilise tout le temps au niveau des communes, ça se passe au niveau des chefs des départements. Mais
La police aussi fait un travail énorme, mais ils sont tellement têtus. Et quand vous les voyez même charger des bagages et autres, tout ça, on dirait même des camions gros porteurs. Très bien. Et donc, ils occasionnent pas mal d'accidents. Et il suffit d'être un peu observateur aussi. On se rend compte que dans la circulation, ils ont comme... on dirait qu'ils ont des règles à part. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. Absolument rien. Jusqu'à ce que même là où ils doivent normalement même passer leur couloir, ils ne respectent pas. Oui. Et quand ils veulent même faire un dépassement, vous allez crier. Et tout le monde maintenant, les conducteurs de taxi, les EM et autres, tout le monde fuit l'électricité. Maintenant, ce qu'il faut faire réellement, il faudrait que nos dirigeants, nos autorités aillent à l'école du préfet du Koufo. Le préfet du Koufo a pris d'importantes décisions au niveau de son département. Elle dit, tu ne peux pas conduire un tricycle quand tu n'as pas un permis de conduire. Tu ne peux pas conduire quand le tricycle n'est pas immatriculé. On ne se lève pas quand le tricycle n'est pas assuré. Et il a instruit la police qui est sur son territoire où il dit à moins geste, on les arrête. D'accord. Quand ils ne prennent pas leur couloir et ils ne peuvent pas faire de chargement autrement que ce qui est prévu par... parce qu'ils n'ont pas de grande capacité, mais ils veulent tout prendre à la fois. Exactement. Et il me semble aussi, il fut une année, le maire de Parakou a également pris, Inoussa Zimé Chabi, avait pris une décision pour interdire aux conducteurs de tricycles de circuler dans la ville entre 18h et 7h. Il faut peut-être tendre vers ça, n'est-ce pas, Patrick Diosso? Oui, il faut peut-être tendre vers ça parce que les tricycles, de plus en plus, ont pris le dessus sur beaucoup de moyens de transport. Et ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas qu'on est contre les tricycles, mais c'est contre l'usage qui en est fait, c'est contre tout ce qui est oui, on peut dire contravention, tout ce qu'ils font par rapport à la circulation. Et il y a, c'était, je crois, hier, ce n'est pas il y a quelques jours. Hier, un tricycle a causé un accident et un jeune homme en est mort. Oui, à Kassato. Un tricycle qui a ramassé un conducteur qui allait tranquillement sur son chemin et le conducteur est tombé devant un bus et le bus est passé par-dessus ce conducteur-là. Et le conducteur a fui. Le conducteur de tricycle a fui. Et ils sont nombreux. Il y a un an exactement, j'ai eu la même situation, un beau-frère avec un tricycle qui était derrière, mais qui était super chargé avec des madriers. Le tricycle a freiné brutalement derrière le ZEM et le madrier est venu percuter celui qui est assis tranquillement sur son ZEM et l'a tué sur le coup. Et ce sont des chargements, est-ce que c'est hors gabarit? Ce sont des chargements illégaux parce qu'ils changent vraiment de manière intempestive. Et quand ils chargent ces tricycles, ne font pas attention à tout ce qui est aux alentours. C'est comme s'ils ils sont à Enoch, certains ont l'habitude de dire, ils sont propriétaires de la route. Ils font n'importe quoi, il faut le dire. Et ça, il faut pouvoir resensibiliser, je ne sais pas quel mot. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons apprécié le dossier que vous avez réalisé sur les tricycles, véritables engins de terreur. Alors, comment on fait finalement pour que ces conducteurs-là, n'est-ce pas, cette terreur puisse diminuer? Voilà, merci Patrick. Oui, d'abord, je voudrais qu'on puisse voir comment d'abord rentabiliser ces engins-là qui causent des fois des dégâts. Et en dehors de ça, quand vous les voyez, par exemple, nous qui quittons Cotonou pour Porto-Novo, ils ne payent pas le péage. Ils passent par l'autre couloir pour bloquer, comme les motos, pour bloquer la circulation. Alors que normalement, ils doivent normalement payer. Et ils doivent normalement payer le péage. Ça fait un. Secondo, il y a une autre forme de tricycle qui est un moyen de transport qu'on observe souvent à Dantokpa, dans les grandes machines, on appelle les clobotos. Et ça facilite vraiment aussi la circulation. Oui, ça on les appelle les clobotos, les blocos. D'abord, quand vous les voyez, normalement, ils ne devaient pas prendre plus que 2 personnes derrière. Ah, mon cher. Mais quand vous les voyez,
ils font du chuchagement. Ils sont trois, quatre, des fois 5, et avec les enfants. On met les enfants et ils sont sans casque, ils conduisent sans casque. Et à côté du conducteur... ils devraient mettre le casque. Ils devraient mettre le casque. D'accord. Et il y a un... et donc, s'ils mettent le casque, ça veut dire que les usagers derrière aussi doivent mettre le casque. Ils doivent mettre également le casque. Ah oui, ça là, c'est ça. Ils doivent mettre le casque. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse demander à la police républicaine de taper fort. Et vraiment, ça va réduire le nombre d'accidents que nous avons maintenant au Bénin. Parce qu'on ne peut pas avoir des infrastructures que le gouvernement s'investit tous les jours pour pouvoir nous permettre de bien circuler. Oui. Il y a la police républicaine qui est pratiquement sur tous les carrefours, où maintenant, quand tu dis, ça permet même, ça éduque même les Béninois, et on ne peut plus même brûler les feux, parce qu'on se dit, il y a la police là, il y a ceci, et ceux-là vont causer les accidents. Quand vous les voyez même, ils brûlent les feux comme ils veulent. Oui. On regarde si la police n'est pas là, ils sont partis. Donc il faudrait maintenant qu'on mette réellement de la rigueur, parce que ce qui se passe, ça n'est pas une personne. Moi-même, j'en ai suivi. Ah oui. J'en ai suivi. J'ai quitté comme la rédaction où j'allais au Parlement. Quand j'étais dans le feu, ils sont en train d'attendre. Ils voulaient brûler le feu. Il m'a cogné. Wow. Heureusement que j'avais d'assurance touriste qui a pris en charge parce que c'était un véhicule. Donc vous dénoncez fermement cette légèreté dans la conduite des tricycles et vous appelez à plus de fermeté. En somme, c'est ce qu'il faut retenir. Je compte sur le ministre de l'Intérieur qui prendra rapidement les dispositions et par rapport également le ministre des Transports pour qu'on puisse régler. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidette. Ça va ma grande? Je me porte bien, j'espère que vous portez bien aussi. Ça va. Alors, la question du jour évoque également la thématique liée au tricycle. Exactement. Et donc, vous pouvez nous rappeler la question du jour et relayer rapidement quelques questions, ou sinon je le fais. Les tricycles sont souvent impliqués dans de nombreux cas d'accidents. Faut-il prendre des mesures de sécurité routière spécifiques à leur rencontre? Telle était la question ce matin. Exactement. Bonjour à tous. Concernant le sujet du jour, de nombreux internautes estiment qu'il est impératif de sensibiliser les conducteurs de tricycles, de leur exiger un permis de conduire adapté et de sanctionner toute infraction au code de la route. Florentin Zoudiekon estime qu'il est nécessaire d'exiger un permis à ses conducteurs. Il recommande également de sanctionner les excès de vitesse et de sensibiliser les conducteurs aux dangers qu'ils peuvent représenter sur la voie publique. Pour Jules Hassène Nouagovi, la meilleure solution serait que la police républicaine passe à l'étape de la répression. Selon Belnid Vianney Arrigo, il ne saurait être question de stigmatiser un moyen de transport qui, pour beaucoup de Béninois, représente un levier d'insertion sociale et une réponse à la crise de mobilité. Le tricycle n'est pas un ennemi public. Il faudra donc former les conducteurs, réglementer leur activité avec clarté et surtout responsabiliser tous les maillons de la chaîne, à savoir usagers, autorités locales, importateurs et forces de l'ordre. La rue n'est pas une jungle et chaque vie perdue dans un accident évitable est une défaite collective. Mélomé Boris recommande des campagnes de sensibilisation, une régulation des heures de circulation et des sanctions lorsque nécessaire. Enfin, Stanislas Sidagbo suggère l'instauration de visites techniques régulières car de nombreux tricycles sont souvent surchargés ou mal entretenus. Adopter des règlements spécifiques, par exemple, limiter l'accès des tricycles à certaines artères très fréquentées ou interdire la surcharge, rendre effectif le contrôle de l'assurance pour tous les tricycles afin de couvrir les dommages en cas d'accident. Voilà donc Rachida. Ce sera tout pour les avis de nos internautes ce matin. Merci. Merci à vous, ma chère Nadège. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Joël Emerick Alagoué, votre mot de la fin, finalement, c'est vrai qu'on reconnaît l'utilité, n'est-ce pas, de ces engins, mais tout de même.
C'est bon parce qu'aujourd'hui, c'est un moyen de transport rapide pour même ceux qui doivent faire le déménagement, qui n'ont pas assez de moyens pour prendre des camionnettes et autres. Ils s'en servent et autres. Mais il faut régulariser le secteur, il faut sensibiliser, il faut former régulièrement, il faut que les autorités prennent des dispositions afin de sévir au moment où il y a des indélicats ou ceux-là. Plus d'accidents sur nos routes du fait de nos tricycles. Voilà. C'est le mot d'ordre à partir de cet instant. Et nous prenons la direction de la ville de Djougou. Nous retrouvons très rapidement Jean-Claude James. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Rachida Maman. Bonjour à tous. Bonjour le plateau. Alors, vous êtes en direct avec nous depuis Djougou, la cité des Pétoni, qui est malheureusement secouée par une triste nouvelle, le suicide d'une élève du CG1 de Djougou. L'information est-elle confirmée, Jean-Claude? Oui, Rachida Maman, l'information est confirmée. Le drame est survenu le lundi dernier, 2 juin 2025, selon le surveillant du CG1 de Djougou, qui a été joint au téléphone par le père de l'élève pour lui annoncer la triste nouvelle en ces termes. Notre fille est partie. Partie comment? Elle est morte. La défunte s'est donnée la mort par pendaison. Elle est née en 2008, donc elle a 17 ans, une élève en classe de 4e. C'est une orpheline de mère, Rachida. C'est une triste nouvelle, vraiment. Alors, qu'est-ce qui a causé, pourquoi s'est-elle suicidée, Jean-Claude James? Malheureusement, Rachida Maman, on ne connaîtra jamais les vraies raisons du passage à l'acte. La défunte est partie avec les secrets dans la tombe, avec ses secrets dans la tombe, mais selon certaines hypothèses, l'échec serait à l'origine de ce drame, parce que cette élève qui s'est donné la mort redouble une 3e fois la classe de 3e. Elle n'a pas eu la moyenne pour aller la classe de 4e, elle n'a pas eu la moyenne pour aller en 3e. Et donc, elle n'aurait pas supporté un nouvel échec scolaire, parce que c'est juste après le calcul des moyennes que ce décès a été constaté. Mais je précise toujours que c'est une hypothèse. Il n'y a pas eu, comme dans d'autres cas de suicide, une lettre qui explique ce choix de vie qui plonge toute une famille dans le deuil aujourd'hui. La première leçon que moi je tire, si vous permettez, c'est déjà de dire que personnes âgées, adultes et enfants, tous les êtres humains traversent parfois des moments difficiles et il faut être à l'écoute. Deuxième leçon, Rachida Biomama, le dialogue dans un foyer est indispensable. Déjà, le dialogue parent-enfant surtout. Le dialogue parent-enfant, parce que ça évite beaucoup de choses. Je rappelle que la défunte en question est une orpheline de mère. Peut-être qu'elle est toujours sous le choc de cette perte prématurée. Donc, un dialogue aurait pu aider à détecter des signes de ce mal-être et penser à la prise en charge. Et je pense que ça commence par la prise en charge psychologique. Et troisième chose pour finir, il ne faut pas négliger la dimension spirituelle de la vie. Et tout le monde est d'accord. Un enfant est une bénédiction de Dieu. Alors Dieu a toutes les ressources pour permettre aux géniteurs d'en jouir. Donc il faut demander constamment son aide pour l'éducation des enfants et surtout son intervention pour empêcher quelqu'un qui a des pensées suicidaires, quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui est fatigué de la vie à cause des épreuves de passer à l'acte, Rachida. Et surtout quand on est face à des échecs scolaires répétés aussi, Jean-Claude James, cela peut fragiliser et donc les parents, en écoutant et en discutant avec leurs enfants, pourraient mieux entourer ces enfants et leur faire comprendre que les échecs font partie de la vie, comme dirait l'autre, 1000 fois sur un métier, remets-toi. Merci, JC. Et l'autre chose, ce dialogue peut également aider à orienter autrement l'enfant. Peut-être que ce n'est pas la voie à suivre. À suivre, exactement. C'est pour ça qu'il y a ces échecs répétés. Donc, le dialogue est indispensable.
Merci Jean-Claude James, merci pour ces détails sur ce triste départ de notre bout de show. Merci JC, on vous retrouvera sans doute toujours sur Bonjour le Bénin pour d'autres actualités. Merci. Allez. On y va pour la revue de presse. William Aguiar, vous nous parlez de la fusion PRD-UP. Oui, c'est à en croire donc le quotidien Fraternité. Un jeu hautement juridique que le PRD est, comme à ses d'habitude, à la manœuvre hier mercredi, indique le journal. L'opinion découvre avec stupeur le poteau rose. En effet, la fusion entre le PRD, le parti Union progressiste, qui jusqu'ici faisait saliver plus d'un dans le microcosme politique au Bénin, n'était qu'un leurre. Une correspondance du parti de l'Arc-en-Ciel adressée au ministère de l'Intérieur a exposé les failles juridiques qui prouvent que les deux partis supposés dissous dans la nouvelle formation qu'est l'Union progressiste, le Renouveau, continuent 2 ans plus tard d'avoir une existence légale. Pour se défendre, Maître Adrien Ongbedi a mentionné à la date de reconnaissance du parti UPR antérieure à celle de l'obtention du récépissé définitif du parti PRD, laissant supposer qu'il n'y a pas eu de dissolution du PRD. Cependant, en mettant en pièces jointes certains actes et décisions, il a omis de citer une décision cruciale et récente de la Cour constitutionnelle datant du 6 mars 2025, celle qui dispose clairement que l'UPR prend la relève juridique de l'UP et du PRD. Le deuxième paragraphe de la page 7 de la même décision dit, je cite, « Qu'en succédant à l'UP le Renouveau, l'UPR les subroge dans leurs droits et obligations ». Et à mon confrère de conclure, Maître Adrien Ongbedi, connu pour cette trahison envers les présidents Soglo, Yahi, Talon et aujourd'hui le chef de parti Joseph Diogbenou développe et semble favoriser un agenda personnel au détriment du développement de Porte-Novo. Fin de citation. Déchirement à l'EPR, affirmatif, s'esclave Matin Libre qui prédit une inévitable implosion pendant que d'autres formations politiques se démènent et pour renforcer leur position. L'EPR semble aussi s'enliser dans les conflits internes qui la détourne de ses objectifs initiaux. La dynamique actuelle laisse entrevoir un début de déclin qui, pour certains observateurs, n'était guère attendu. Le PRD, sous l'impulsion de Ongbedi, se positionne donc comme une véritable dynamique de transformation et pourrait bien contribuer à dynamiser l'UPR, à dynamiter l'UPR en provoquant une reconfiguration de la scène politique. Le paysage politique se prépare ainsi à accueillir une nouvelle alliance et rivalité remettant en question l'équilibre établi et relançant donc une nouvelle configuration politique les mois à venir. Merci William Aguiar. On se retrouve demain, toujours sur Bonjour le Bénin, à la découverte des différentes demain, demain c'est la fête, c'est la Tabaski. De toute façon, nous on est là. Ouais. Allez. Je serai là avec vous. À la semaine prochaine alors. Voici pour vous le sport avec Bruno Soali. Tout le sport, c'est avec vous, Bruno Soali. Bonjour. Bonjour à vous, Rachida Biamaman. Je salue les sportifs. Allez, on parle des anciens internationaux béninois qui ont rendez-vous avec le public de Djougou ce week-end. Effectivement, ils ont décidé donc de célébrer la fête de Tabaski ou le week-end de Tabaski d'une manière spéciale. Les anciens internationaux qui vivent même à l'extérieur donc de la diaspora, tout comme ceux qui vivent sur le territoire national, ont décidé de faire une retrouvaille du côté de Djougou. Ça va être ce week-end avec en clou dans l'organisation de la journée de cette retrouvaille, bien entendu, un match entre les anciens écureuils du Bénin et bien entendu les anciens joueurs des Panthères de Djougou. On va suivre un membre de cette association des anciens footballeurs du Bénin, des anciens internationaux, qui nous décrit un peu plus comment la journée devrait se passer. Ce sont les retrouvailles des anciens internationaux footballeurs du Bénin qui auront lieu à Djougou à partir de ce samedi. Le vendredi, il y a le départ de la délégation d'ici pour Djougou. Le samedi matin, on va essayer de récupérer un peu. Et à midi, il y aura une causerie. Dans l'après-midi, on va faire un match de gala avec les anciens joueurs de Djougou. Et le clou de la soirée, ce serait une soirée de gala qu'on va essayer d'organiser en compagnie de nos hôtes pour faire le prolongement de la fête de la Tabaski.
Le match aura lieu sur le stade de Omnisport de Djougou et ce sera à partir de 16h30. Pour cette fois-ci, d'abord on a sonné le grand regroupement de tous les anciens internationaux du Nord parce qu'on a pris comme point de ralliement Djougou. Donc ça ne concerne pas seulement Djougou, mais tous les anciens internationaux de Djougou. Il y aura déjà le président que tout le monde connaît, Omar Tchomogo. Il y aura Haruna Youssouf. Il y aura Noumon Martial. Il y a Dossou Sossou Gbediga Modeste qu'on appelle espion. Il y a Tossé Eloge, Sébastien Eloge. Il y a Bokpe Christophe. Seydat Tchomogo, voilà, Seydat Tchomogo, Seouhoulé Lucien, plein de gens qui feront le déplacement. D'abord, c'est d'aller à la rencontre de nos frères qui sont dans le Nord, faire le bilan de l'existant, voir comment ils partagent leur vie. Parce qu'après le football, souvent, c'est pas facile. Il y a beaucoup qui sont dans la précarité. On va essayer de discuter avec eux pour voir quel plan mettre en jeu pour qu'on puisse les sortir de l'impasse, ceux qui sont dans l'impasse. Notre objectif, en fait, c'est d'amener les anciens, ceux qui ont abandonné, vers une formation. Pas seulement dans le métier de l'entraîneur, mais il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui entourent le football. Donc c'est vers cette formation qu'on veut amener les anciens. Vous savez, on a vu l'investissement, parce qu'en longtemps, s'il y avait autant d'investissement, le Bénin n'en serait pas à ce niveau. Et nous, on a réfléchi, on a dit, OK, on est prêt à aller vers les formations, à former les anciens. Nous sommes prêts à former les anciens. La seule chose qu'on demande est qu'on puisse nous accompagner vers cette formation. Parce que nous sommes décidés à impacter le football béninois. Et donc, on poursuit la rubrique sport et on parle des Guépas qui peaufinent leur préparation pour affronter le Maroc, Bruno Soalé. Oui, tout est fin prêt avec cette séance d'entraînement. Celle d'hier donc qui a bouclé la préparation ici au Bénin, voyage au Maroc pour donc affronter le 9 juin prochain. Ça va être lundi donc à partir de 21h, les Lions de l'Atlas. Donc c'est un match, on sait très bien l'histoire qu'il y a entre le Maroc et le Bénin depuis ce match de 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2019 du côté de l'Égypte. Gernot Rohr a donc retenu sa liste définitive de 24 joueurs puisqu'au départ, il y avait une liste de 30 joueurs, donc élargie à 30 joueurs qui avait été publiée il y a encore quelques jours. Mais là, nous avons donc la liste définitive avec dans les buts d'Andjinou Marcel, Alagwe Kassifa Saturnin et Serge Obassa. Dans la défense, nous avons, on va dire, des cadres comme David Kiki qui est bien là, Yohan Roche, Tidjani Mohamed, Vernon Olivier, et en milieu de terrain, d'autres cadres également tels que aujourd'hui Cécile Dalmeda, Dodo Doku et Imran Hassan. Et en attaque, Jodel Dossou sera là, Candace Fiogbe de l'Atalanta Bergame chez les U19, bien entendu, Steve Mounier, Olaitan Junior et le jeune Rachidou Razak qui est, on va dire, la révélation de ce regroupement. C'est un joueur qui évolue à l'AS Sobemap, mais qui a fait très fort lors des séances d'entraînement. Et c'est tout juste, on va dire, tout mérité qu'on le retrouve dans la liste définitive qui va donc effectuer le déplacement du Maroc. Merci, cher Bruno Soalé. On retrouve Guépa Inside ce soir à partir de 19h30. 19h30. Et demain également 19h30. Donc c'est un rendez-vous qui va vous renseigner un peu plus sur... On va dans l'intimité des Guépas. Exactement. Avant le match du lundi prochain, qu'on espère avoir en direct également sur les antennes on espère. de Bénin TV. Oui, en tout cas, les choses sont en cours et ça sent bon quand même. Merci Bruno Soalé. On se retrouve demain toujours pour l'actualité sportive et ce sera tout pour Bonjour le Bénin de ce jour. Allez, demain, rendez-vous 7h, 9h. Prenez bien soin de vous.